Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et Le Figaro ce matin, c'est encore Arthur Berda. Bonjour Arthur. Bonjour Bernard. Arthur, vous revenez ce matin sur la décision du Premier ministre, M. Castex, d'adhérer à La République En Marche. Alors, il n'a pas encore pris sa carte, certes, mais il s'est rendu à son premier bureau exécutif de LREM hier soir. Et ce sera son premier petit déjeuner ce matin de la majorité. C'est bien ça? Bon, tout ça, ça paraît pas très important quand même dit comme ça. Oui, mais même si c'est peut-être un détail pour vous, eh bien sachez qu'il y en a pour qui vous aurez deviné la fin. Ça veut dire beaucoup. Vous entendrez Rachid Dati en arrière-plan. Ceux pour qui ça veut dire... Pardon? Vous devriez le chanter. Je pense que il est trop tôt pour que les auditeurs supportent ça. Allez-y, Arthur. À commencer, donc ceux pour qui ça veut dire beaucoup, ce sont les élus et les responsables macronistes, parce que dans la Ve République, le Premier ministre, il est traditionnellement le chef de la majorité. Or, la majorité, c'est aujourd'hui La République En Marche, et le Premier ministre, lui, il vient des Républicains. C'était donc une quasi-obligation pour lui que de montrer patte blanche et de donner des preuves d'amour aux élus LREM pour se faire accepter par ces nouvelles troupes, d'autant que ces troupes en question, elles se réduisent à vue d'œil depuis plusieurs semaines, puisqu'une trentaine de députés au total ont déjà quitté les bancs macronistes à l'Assemblée. Alors, excusez-moi Arthur, mais je suis obligé de vous couper. Vous parlez de quasi-obligation. Pourtant, il me semble qu'Édouard Philippe, lui, n'a jamais adhéré à LREM. Vous avez tout à fait raison, Bernard. Et d'ailleurs, c'est précisément pour cette raison que la décision de Jean Castex est particulièrement intéressante, parce que en 2017, Édouard Philippe, il bénéficiait du souffle de l'élection d'Emmanuel Macron. On surfait encore sur la vague transpartisane. Le ni de droite ni de gauche était à la mode. Le PS était en ruine. LR avait la gueule de bois. Les Verts n'avaient même pas présenté de candidat à l'élection présidentielle. Bref, la poutre de la recomposition politique travaillait encore, pour reprendre l'expression d'Édouard Philippe. Et aujourd'hui, la fameuse poutre, elle ne travaille plus? Ah si, mais elle travaille surtout chez les autres. Tenez, regardez les municipales par exemple. Les écologistes ont remporté la plupart des grandes villes, de Marseille à Lyon en passant par Bordeaux. Et le reste des communes, eh bien, ce sont le Parti Socialiste et les Républicains qui se les sont partagés, mais pas La République En Marche, qui ne s'est implantée presque nulle part. La faute à une stratégie et à un positionnement illisible. Résultat, le paysage électoral reprend peu à peu des couleurs qui rappelleraient presque l'ancien monde d'ailleurs. Et vous savez ce qu'on dit en politique, ce qui compte, c'est la dynamique plus que l'arithmétique. Mais quand même, si Emmanuel Macron et Jean Castex sortent leurs calculettes, ce qu'ils ont fait, ils voient bien que le seul espace qui existe pour eux aujourd'hui, il est à droite plus qu'il n'est à gauche. C'est donc là qu'Emmanuel Macron compte aller chasser sur les terres de la droite. Et pour cela, il faut que son appareil militant, son parti, La République En Marche, assume d'être ce qu'il est devenu, un mouvement de centre-droit. D'où la décision de Jean Castex d'adhérer au mouvement. C'est une première pierre à l'édifice en vue de 2022, et peut-être que la nomination des secrétaires d'État, attendue d'un jour à l'autre, entre ce soir et demain matin, viendra confirmer cette tendance. En tout cas, chez LR, il y en a un qui ne dirait pas non s'il recevait un coup de fil. C'est le député de Lyon, Guillaume Larrivé. Il a deux qualités pour le poste. La première, c'est qu'il a voté la confiance au gouvernement Castex et que c'est le seul député LR à l'avoir fait. Et la seconde, c'est qu'il a été conseiller de Nicolas Sarkozy. Or ça, en Macronie, c'est de plus en plus bien vu. Il a été conseiller de Nicolas Sarkozy, le Brissort-Feu. Il a aussi été conseiller de Nicolas Sarkozy. J'étais au cabinet de Nicolas Sarkozy. Il a été le conseiller de Brissort-Feu. Qui était ministre de l'Intérieur. Voilà. D'accord. On vérifiera. Il a été conseiller quand il était aux collectivités locales, mais pas Sarkozy. Bon, on va voir en tout cas si Guillaume Larrivé sera récompensé. Et on verra s'il sera récompensé. La confiance au gouvernement Castex. Merci beaucoup. Merci à vous. Il me semble qu'il a été conseiller juridique à Beauvau. Non, pas du tout. Il était à la DLPAJ, il n'était pas au cabinet de Nicolas Sarkozy. Vous savez que si vous parlez avec Arthur, vous aurez moins de temps de parole. Non, alors allez, partez. Merci beaucoup. À demain, Arthur. À demain. Sans faute. À 8h15 exactement sur Radio Classique, et je ne vous dis pas qui est l'invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette.
Rachida Dati, donc ancien garde des Sceaux, maire du 7e arrondissement de Paris, ancienne députée européenne aussi. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro de Radio Classique. Écoutez, il faut quand même, en un mot, que vous me donniez votre sentiment sur le sommet européen qui s'est terminé à 5 heures du matin. Vous avez été députée européenne pendant des années. Alors, à chaque fois, c'est un peu le même psychodrame, les députés européens, les sommets. Sauf que celui-là, il a été particulièrement long, particulièrement âpre. Les journalistes, en plus, étaient loin à cause du Covid, etc. C'est, comme dit Monsieur Macron, une grande victoire, selon vous, ou c'est comme d'habitude un compromis pénible? Non, justement, c'est pas comme d'habitude un compromis pénible, parce que généralement, quand vous êtes sur un Conseil européen, il y a un leadership, il y a une vision, et puis il y a une décision qui est claire pour l'ensemble des citoyens européens. Oui. Regardez ce qu'il sort ce matin, pas de lisibilité sur ce plan de relance, beaucoup de recul. Et sur des sujets essentiels, comme par exemple l'aide aux entreprises en difficulté, la nécessité d'avoir un contrôle et de la transparence sur ce budget européen, mais qui va bien au-delà, parce que on veut mutualiser des dettes. Oui, et absolument. donc voilà. Et donc les chefs d'État européens, et certains d'entre eux beaucoup plus que d'ailleurs Emmanuel Macron, ils ont le sens des responsabilités, et quand vous mutualisez une dette, vous devez savoir à qui vous prêtez et les modalités de remboursement. C'est le cas des Néerlandais notamment. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il voulait non seulement une visibilité, une transparence, une lisibilité. Aujourd'hui, ce plan de relance a connu beaucoup de recul, et je pense que la France n'en bénéficiera pas tant que ça. Dommage. Dati, alors bon, c'est tombé cette nuit, donc je vous ai posé la question, c'est normal, mais on vous a surtout demandé de venir parce que l'actualité est un petit peu pressante dans un domaine particulier. D'abord, comment jugez-vous cette pétition de 200 élus du Nord en soutien à Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur? Vous savez que son affaire de mœurs, entre guillemets, n'est pas terminée, puisque il y a un complément d'enquête qui a été demandé au mois de juin, etc., etc. Il est néanmoins ministre de l'Intérieur. Et Monsieur Daubresse, qui est l'un des signataires, dit: est-ce qu'on sait vraiment au fond si la plaignante n'est pas une mythomane? Est-ce que ça vous a choqué, ça? Et pourquoi? Peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien. D'abord, cette pétition est une pétition téléphonée. De soutien, oui, voilà, à Darmanin. Qui est très circonscrite, et que M. Darmanin a demandé lui-même. Il a souhaité avoir ce soutien. Que reproche-t-on à M. Darmanin? Et d'ailleurs, les propos de M. Daubresse traduisent en fait ce qu'on reproche à M. Darmanin. Une affabulatrice, il a dit exactement. Mais enfin bon, c'est pareil. Enfin, moi, je suis quand même choquée. C'est-à-dire qu'on est là. De plus en plus, on a fait un travail énorme. Moi, je l'ai fait comme magistrat, comme garde des Sceaux, justement pour que les femmes osent témoigner. Et là, on est dans la décrédibilisation de la parole des femmes. Jusqu'à maintenant, on a entendu les soutiens, on a entendu les hommes à hommes, les femmes à hommes, on a entendu la version de M. Darmanin, et la victime, on n'en parle jamais. Mais il y a eu des décisions de justice déjà dans cette affaire, à chaque fois favorables à M. Darmanin. Non mais attendez, d'abord, il y a des décisions sur lesquelles il n'y a pas de recours, parce que souvent les femmes qui sont plaignantes n'ont pas les moyens de poursuivre la procédure, parce que c'est coûteux, puis il faut avoir un avocat. Et puis il y a une inégalité des armes. Quand vous êtes ministre, et a fortiori ministre de l'Intérieur, c'est plus délicat quand vous êtes plaignante, et que vous n'avez pas les moyens, et que vous êtes en position de faiblesse ou de vulnérabilité. En l'occurrence, c'était l'époque où il était seulement maire de Tourcoing, et après ministre du budget. C'est déjà pas mal. C'est un élu, bien sûr que c'est déjà pas mal. Que reproche-t-on à M. Darmanin? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Moi, j'ai jamais mis en cause la présomption d'innocence, puisque je vais aller plus loin. Je vais même reprendre une affaire qui a été classée parce que la qualification n'était pas la bonne. Elle a été classée sur le viol. Mais que reproche-t-on à M. Darmanin? Un comportement qu'il a lui-même reconnu. C'est quoi ce comportement? C'est une atteinte grave à la dignité des femmes. C'est-à-dire qu'une personne vient lui demander de l'aide, Oui. Donc on est en état de fragilité, en état de faiblesse, et ça n'est pas produit qu'une fois. Ça s'est produit plusieurs fois. Et lui-même l'a reconnu. Systématiquement, des personnes viennent lui demander de l'aide et il demande des faveurs sexuelles. C'est quoi? C'est un abus de pouvoir. Peut-être pour une, mais pas systématiquement. Si, pour les deux affaires dont la presse a révélées, et dont d'ailleurs je vous ai rapporté l'article dans lequel effectivement il y a les auditions de M. Darmanin, il reconnaît. Il dit oui, c'est vrai, elle m'a demandé un service et j'ai demandé des faveurs sexuelles. Mais ce n'est pas un viol. Mais c'est pas un viol. Ah, d'accord, mais quand l'abus de pouvoir, l'abus de faiblesse, c'est un délit. Vous savez que on en juge tous les jours. Alors, et comment voulez-vous, après que les femmes soient en confiance pour aller révéler quand il y a des situations où elles sont effectivement en état de faiblesse ou de vulnérabilité par rapport à des hommes de pouvoir, mais quel que soit le milieu d'ailleurs. Avant même que cette affaire soit définitivement jugée,
Vous considérez donc, si je comprends bien, que nommer M. Darmanin ministre de l'Intérieur est une faute politique massive. Moi, Plus que politique d'ailleurs, peut-être morale, j'en sais rien. Non, mais que l'affaire soit rouverte et que comme ça on pourra peut-être entendre la victime. On l'a pas entendue. Oui. Vous imaginez dans quel état elle peut être avec tout ce qui sort? On la traite de mythomane, on dit vu son passé. Ah bon? Donc ça donne des droits sur elle. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. La France, c'est pas ça. Les valeurs de la République, c'est pas ça. C'est interdit. Et donc, il faut le rappeler. Et donc, quand on est ministre de l'Intérieur, ministre de la protection des victimes, on ne peut pas s'autoriser cela. Et moi, je le redis, puisque M. Castex a dit, oui, je rappelle, puisque j'ai dit très clairement que quand vous avez comme ça, vous êtes dans une affaire judiciaire, M. Darmanin va être entendu. Oui. Il peut y avoir un acte de perquisition, mais il va être entendu par qui? Par des policiers sur lesquels il a la tutelle. Voilà. Et non seulement la tutelle, non seulement la tutelle. Et l'autorité. Non seulement l'autorité, mais aussi l'avenir, la promotion, l'avancement de ces policiers. Donc vous imaginez la situation, il y a un problème. Voilà, vous l'avez dit vous-même, là c'est pas la question de présomption d'innocence, il reconnaît un comportement. Il reconnaît ces comportements qui sont inacceptables, qui sont pas des comportements, c'est pas un problème de morale, c'est un problème d'atteinte à la dignité, c'est un délit. Alors, moi je dis pas que M. Darmanin est un violeur, je ne suis pas dans ce registre-là. Je dis simplement que le comportement qu'il a reconnu, on ne peut pas l'accepter. Et on ne peut pas l'accepter d'un élu, on ne peut pas l'accepter d'un responsable public, on ne peut pas l'accepter du ministre de l'Intérieur. Parce que quand vous êtes dans une affaire judiciaire, la police judiciaire dépend fonctionnellement du magistrat, oui. Mais elle dépend hiérarchiquement du ministre de l'Intérieur. Donc, de toute façon, ça n'est pas possible. Madame Moreno, d'ailleurs, qui est chargée de l'égalité homme-femme, lui a dit à M. Darmanin, elle lui a dit, tu sais que ton affaire, je vais la traîner comme un boulet, mais si tu m'as menti, je saurai en tirer les conséquences. Ça veut dire quoi? Mais donc, ça veut dire que M. Darmanin dit, j'ai demandé des faveurs sexuelles à une jeune femme qui est en difficulté, qui est venue me demander un service. Ça n'est pas assez grave pour le gouvernement actuel. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'égalité homme-femme, sur la libération de la parole des femmes n'osent pas aller déposer plainte. Vous croyez que les femmes qui sont concernées par ce type d'affaires vont aller maintenant facilement au commissariat déposer plainte? Alors, quel recul! On se bat depuis des années. Je l'ai fait comme magistrat, je l'ai fait comme garde des Sceaux. On a mis des dispositifs, on a fait voter des lois pour favoriser, aider ces femmes à pouvoir parler, à pouvoir témoigner, y compris contre leurs supérieurs hiérarchiques. Nous sommes dans cette situation. Rachida Dati, est-ce que vous pensez, en faisant ce que vous faites et en parlant comme ce matin, vous pensez à votre groupe politique, les Républicains, et vous vous dites, tant pis, moi je pense pas comme la majorité des gens des Républicains, mais c'est pas grave. Non, moi je pense à ces femmes pour lesquelles on se bat depuis des années. Regardez le confinement. Le confinement, qu'a-t-il révélé? Que les premières victimes, premières victimes des inégalités graves qui se sont creusées dans notre pays avec ce gouvernement, ce sont les femmes, les premières victimes. Et on n'en tire pas les conséquences, et on met un ministre de l'Intérieur qui reconnaît des comportements inacceptables, et ça n'est pas une fois, ça n'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Donc, si un jour prochain, peut-être, M. Darmanin est amené à quitter ses fonctions par la pression, peut-être, des mouvements féministes ou de la société, ça ne vous surprendra pas? Ça ne devrait pas être par la pression. Non, peut-être, mais enfin, ça pourrait. Ça ne devrait pas être par la pression. Souvenez-vous de M. de Rugy. Oui, mais justement, M. Durugy, M. Bayrou, Mme Goulard, M. Ferrand, ils ont dû quitter le gouvernement tout affaire cessante, ou en tous les cas les promotions auxquelles ils étaient destinés, tout affaire cessante, parce qu'il y avait uniquement une mise en cause, et sur des comportements qu'ils n'avaient pas reconnus. Oui. Là, je vous dis, je ne suis pas dans l'affaire ouverte, je suis dans le comportement que M. Darmanin a reconnu à tout ça, en disant, j'ai eu un comportement de jeune homme, mais quel que soit l'âge, puisque nous essayons, par le biais de l'éducation, justement, de dire aux jeunes hommes qu'il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir vis-à-vis des femmes. Donc là, franchement, c'est choquant. Mais ça n'a pas choqué que moi, ça a choqué de nombreux Français et de nombreuses Françaises. C'est pour ça que ça pose un problème. Madame Dati, il faudra que vous reveniez, parce que je voulais vous poser des tas de questions sur Éric Dupond-Moretti,
et on n'a pas le temps. Parce que c'est terminé. Rester, hein. Mais non, mais malheureusement, vous savez, les matinales radio, tout ça, c'est très ordonnancé. Je peux commenter l'actualité avec vous. Merci en tout cas, Rachida Dati, d'être venue. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez. En tout cas, il est 8h25 sur Radio Classique. Laurent Saïm à suivre sur cette antenne. Panique à la Maison Blanche. Le président Trump reprend sans doute dès aujourd'hui ses points de presse. Ça nous avait manqué. Et nous avons la confirmation, là à l'instant, monsieur Larrivé, qui sera peut-être un secrétaire d'État du prochain gouvernement, était bien conseiller de monsieur Sarkozy à Beauvau entre 2005 et 2007, puis à l'Élysée entre 2011 et 2012. Il n'était pas au cabinet. Bon, bah écoutez, voilà, c'est dit. Merci, à tout de suite avec Laurent Saïm.